Un président africain qui refuse le luxe de son palais et se rend directement dans une centrale électrique en panne le jour même de sa prise de pouvoir. Impossible? C'est exactement ce qui vient de se passer à Madagascar. Le colonel Michael Randrianarena vient de prendre une décision qui pourrait changer l'histoire de son pays plongé dans l'obscurité depuis 20 ans. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment ce nouveau leader suit les traces du capitaine Traoré et pourquoi son premier projet pourrait transformer Madagascar. Si vous voulez comprendre cette révolution africaine qui défie toutes les règles, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Laissez un like si vous croyez au changement. En Afrique, dans le cœur battant de l'océan Indien, une nation autrefois célébrée pour sa splendeur naturelle et sa biodiversité exceptionnelle, se retrouve aujourd'hui prisonnière d'une réalité cruelle. Madagascar, cette île majestueuse, est devenue le symbole vivant d'un échec systémique qui plonge des millions de personnes dans une obscurité qui dure depuis plus de 2 décennies. Ce n'est pas simplement une question d'électricité défaillante, c'est l'histoire d'une nation entière dont le développement s'est arrêté, figé dans le temps par l'incapacité chronique de ses dirigeants à fournir le service le plus élémentaire de la civilisation moderne. Les bougies allumées chaque soir ne représentent pas une ambiance romantique, mais la dure réalité d'une survie quotidienne dans un monde qui semble avoir oublié Madagascar. Le scintillement faible de ces flammes raconte l'histoire d'hôpitaux paralysés, d'écoles incapables de fonctionner correctement et d'entreprises qui meurent avant même d'avoir eu la chance de naître. La colère populaire, contenue pendant des années, a finalement explosé comme un volcan longtemps endormi. Une génération entière, celle qui a grandi dans cette pénombre permanente, a décidé qu'elle en avait assez d'attendre. Ces jeunes malgaches, connectés au monde malgré l'obscurité qui les entoure, ont compris que leur destin ne devait plus être dicté par des politiciens corrompus et des promesses vides. Les manifestations qui ont secoué l'île n'étaient pas seulement des protestations contre les coupures d'électricité, mais une révolte profonde contre un système entier qui avait trahi les espoirs d'une nation. L'eau et l'électricité, ces besoins fondamentaux que toute société moderne doit garantir, étaient devenus des luxes inaccessibles pour la majorité de la population. Le mouvement anti-gouvernemental porté par cette jeunesse déterminée a rapidement pris de l'ampleur, transformant les rues en théâtre d'une révolution pacifique mais résolue. C'est dans ce contexte explosif qu'un homme a émergé de l'ombre. Le colonel Michael Randrianarena n'est pas un politicien traditionnel formé dans les salons feutrés du pouvoir. C'est un militaire, un homme de terrain qui comprend la discipline et l'action. Son ascension au pouvoir n'a pas suivi les chemins conventionnel de la démocratie parlementaire, mais a été porté par la volonté d'un peuple désespéré et d'une armée qui a choisi de se ranger du côté de la population plutôt que de défendre un gouvernement discrédité. Certains observateurs internationaux ont rapidement crié au coup d'État militaire, appliquant mécaniquement leur grille de lecture occidentale sans comprendre la complexité de la situation malgache. Mais sur le terrain, la réalité était bien différente. Il s'agissait d'une intervention militaire soutenue par un mouvement populaire massif, particulièrement parmi les jeunes qui voyaient en Randrianarena non pas un dictateur en devenir, mais un leader capable de briser le cycle vicieux de l'incompétence et de la corruption. La cérémonie d'investiture du nouveau président intérimaire a marqué un tournant dans l'histoire politique de Madagascar. En prêtant serment, Randrianarena a fait une promesse audacieuse qui a résonné dans tout le pays. Mettre fin à 2 décennies d'obscurité. Ces mots, prononcés avec une conviction rare dans le paysage politique africain, n'étaient pas de simples formules rhétoriques destinées à amadouer les foules. Le colonel comprenait que sa légitimité ne reposerait pas sur des discours éloquents ou des cérémonies pompeuses, mais uniquement sur sa capacité à transformer la vie quotidienne des Malgaches. Il savait que chaque heure de blackout supplémentaire éroderait la confiance fragile que le peuple avait placée en lui. Son défi était immense, restaurer un système énergétique complètement effondré tout en maintenant la stabilité politique d'un pays fragilisé par des années de mauvaise gouvernance. 24 heures. C'est le temps qu'il a fallu au nouveau président pour passer des paroles aux actes. Pas de parade militaire grandiose, pas de banquet officiel avec les dignitaires étrangers, pas de longs discours télévisés pour célébrer sa prise de pouvoir. Au lieu de cela, Randrianarena a pris une décision qui a stupéfait observateurs et citoyens.
Il s'est rendu directement à la centrale électrique de Gerama Ambohima-Nambola, le plus grand complexe énergétique du pays et symbole le plus visible de l'échec infrastructurel de Madagascar. Ce geste apparemment simple était en réalité chargé d'une signification politique profonde. En choisissant de consacrer son premier jour de présidence non pas à des réunions protocolaires, mais à une visite sur le terrain de la crise énergétique, il envoyait un message clair à la population. Ce gouvernement serait différent. Il serait fondé sur l'action concrète plutôt que sur la rhétorique creuse. La centrale de Gerama Ambohima-Nambola représente à elle seule toute la tragédie énergétique malgache. Construite avec l'ambition de fournir de l'électricité à des millions de citoyens, elle est devenue, au fil des années, un monument à l'incompétence administrative et à la corruption systémique. Les turbines vieillissantes fonctionnent. De manière sporadique, les réservoirs de carburant restent souvent vides par manque de budget ou à cause de détournements, et les travailleurs, démoralisés par des mois de salaires impayés, peinent à maintenir les installations en état de marche. Lorsque le président est arrivé sur place ce jour-là, il n'a pas été accueilli par des installations modernes et efficaces, mais par une infrastructure délabrée qui témoignait de décennies de négligence. Les ingénieurs et techniciens, présents, habitués aux visites éclairs de politiciens qui venaient pour les photos avant de disparaître, ont été surpris de voir ce nouveau leader poser des questions précises, examiner les équipements et écouter attentivement leurs explications techniques sur les défis opérationnels. Face aux journalistes rassemblés dans cette centrale symbolique, Randrian Arena a prononcé des mots qui tranchaient avec l'habitude des promesses politiques vagues et interminables. Sa franchise était désarmante dans un contexte où les leaders africains excellent généralement dans l'art de l'euphémisme et de la langue de bois. Il a reconnu ouvertement que le peuple malgache était fatigué de l'obscurité, épuisé par l'incertitude permanente qui caractérisait leur accès à l'électricité. Plus important encore, il a fait une distinction cruciale qui a marqué les esprits. Son gouvernement ne se contenterait pas de gérer le problème, il travaillerait à l'éliminer définitivement. Cette nuance sémantique, apparemment mineure, révélait une approche radicalement différente de la gouvernance. Il ne s'agissait plus de maintenir un système dysfonctionnel à flot, mais de le reconstruire entièrement. Le président a expliqué que son administration procédait à une évaluation complète et détaillée de toutes les installations énergétiques du pays pour identifier les solutions permanentes plutôt que les rustines temporaires qui avaient caractérisé les administrations précédentes. Cette visite présidentielle à Gerama Ambohima-Nambola a été perçue différemment selon les audiences. Pour les Malgaches ordinaires, habitués à voir leurs dirigeants enfermés dans des palais présidentiels lointains, c'était un signal encourageant qu'un véritable changement pourrait être possible. Le symbolisme de voir leur nouveau président marcher dans une centrale électrique défaillante, parler avec les techniciens, examiner les turbines cassées, créait un contraste saisissant avec l'image traditionnelle du leadership politique à Madagascar. Cependant, cette lueur d'espoir était tempérée par un scepticisme profondément enraciné dans l'expérience collective. Après 2 décennies de promesses non tenues et de projets abandonnés, les Malgaches avaient développé une méfiance instinctive envers les belles paroles des politiciens. Un citoyen a parfaitement résumé ce sentiment ambivalent avec une phrase devenue virale sur les réseaux sociaux. « Montrez-nous les mégawatts, pas seulement les mêmes. » Cette formule brillante capturait l'essence de ce que les gens attendaient, des résultats concrets mesurables, pas une communication politique sophistiquée. L'ascension du colonel Michael Randrian Arena au pouvoir à Madagascar s'inscrit dans un phénomène continental plus large qui redéfinit les notions de leadership et de légitimité politique en Afrique. Pendant des décennies, le continent a été prisonnier d'un modèle de gouvernance importé qui ne correspondait que superficiellement aux réalités locales. Les démocraties multipartites transplantées pendant les années de libéralisation politique, qui ont suivi la fin de la guerre froide, n'ont souvent produit qu'un simulacre de participation populaire, où les élections devenaient des exercices de clientélisme ethnique et de manipulation plutôt que de véritables choix politiques. Les dirigeants élus, une fois au pouvoir, reproduisaient les mêmes comportements prédateurs que leurs prédécesseurs autoritaires, utilisant simplement le vernis de la légitimité électorale pour justifier leur accaparement des ressources publiques.
Cette hypocrisie démocratique a progressivement érodé la confiance des citoyens dans les institutions politiques formelles, créant un vide de légitimité que de nouveaux acteurs commencent maintenant à occuper. Le capitaine Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, représente peut-être l'archétype le plus clair de ce nouveau modèle de leadership africain qui fascine et inspire une génération. Jeune officier militaire arrivé au pouvoir, non pas par ambition personnelle mais porté par la frustration collective d'une armée et d'une population face à l'incapacité du gouvernement civil à faire face à une insurrection djihadiste dévastatrice, Traoré a rapidement transcendé son origine putschiste pour devenir un symbole de renouveau national. Son discours de souveraineté économique, de lutte contre les vestiges du néocolonialisme français et de priorité donnée aux besoins concrets de la population plutôt qu'aux exigences des institutions financières internationales, a résonné bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il représente une génération de leaders africains qui rejettent le complexe d'infériorité post-coloniale et affirment le droit de leur pays à définir leur propre chemin de développement, même si cela signifie rompre avec les partenaires traditionnels et les modèles économiques orthodoxes. Ce qui unit Traoré, Randrianarena et d'autres figures émergentes du leadership militaire africain est moins leur uniforme que leur positionnement politique fondamental. Ils se présentent comme des serviteurs pragmatiques du peuple plutôt que comme des politiciens professionnels. Leur légitimité ne dérive pas de victoires électorales ou de processus démocratiques formels, mais de leur capacité à articuler les frustrations populaires et à promettre des solutions concrètes aux problèmes quotidiens qui affectent les citoyens ordinaires. Cette approche trouve un écho particulièrement fort auprès de la jeunesse africaine, qui a grandi dans des pays formellement démocratiques, mais réellement dysfonctionnels, où le droit de vote n'a jamais semblé se traduire par une amélioration tangible des conditions de vie. Pour cette génération, la question pertinente n'est pas tant de savoir si un leader est arrivé au pouvoir par des élections ou par un coup d'État militaire, mais plutôt s'il est capable de livrer les services de base et les opportunités économiques que tout État moderne devrait fournir à ses citoyens. La réaction internationale à ces transitions de pouvoir révèle les tensions persistantes entre les conceptions africaines et occidentales de la légitimité politique. Les capitales européennes et américaines, ainsi que les organisations internationales basées en Occident, condamnent quasi automatiquement ces changements de régime comme des violations des normes démocratiques, imposant souvent des sanctions qui aggravent les difficultés économiques des populations déjà vulnérables. Cette réponse réflexive trahit une incompréhension fondamentale ou un refus de reconnaître que les démocraties formelles qui ont été renversées n'étaient souvent que des façades qui masquaient une extraction continue des ressources et une perpétuation des inégalités. Les voix africaines, en revanche, même celles qui restent attachées aux principes démocratiques, sont souvent plus nuancées dans leur évaluation. Elles reconnaissent que quand un système électoral produit systématiquement des leaders corrompus et incompétents qui échouent à fournir les services de base, la question de savoir si le régime suivant est arrivé au pouvoir constitutionnellement devient secondaire par rapport à la question de savoir s'il améliore effectivement la vie des gens. Le défi pour des leaders comme Randrianarena est de naviguer entre ces attentes contradictoires, tout en maintenant leur focus sur la livraison de résultats concrets. La communauté internationale, avec son pouvoir de fournir ou de retenir l'aide au développement, les prêts concessionnels et l'accès au marché, ne peut pas être complètement ignorée. En même temps, céder aux pressions extérieures, au détriment des priorités locales, risque de reproduire exactement les schémas de dépendance et d'inadéquation politique qui ont contribué à la crise en premier lieu. La nomination par Randrianarena d'un premier ministre civil issu du monde des affaires, plutôt que de remplir son gouvernement uniquement d'officiers militaires, suggère une conscience de ce délicat équilibre, en signalant une volonté de partenariat entre expertise militaire et compétences civiles. Il cherche à rassurer tant les citoyens malgaches qui craignent une militarisation de la gouvernance que les observateurs internationaux inquiets d'un régime purement militaire. Cette approche hybride reconnaît implicitement que la légitimité moderne ne peut pas reposer uniquement sur la force ou sur le charisme personnel, mais doit être constamment renouvelée par la performance effective. La question de la temporalité représente un autre aspect critique de ce nouveau paradigme de leadership africain.
Les transitions militaires en Afrique de l'Ouest, du Mali au Niger en passant par le Burkina Faso, ont toutes promis un retour éventuel au gouvernement civil après une période de stabilisation et de réforme. Cette promesse de temporalité limitée est essentielle pour maintenir la distinction entre une intervention militaire justifiée par des circonstances exceptionnelles et un simple coup d'État classique visant à l'accaparement permanent du pouvoir. Randrianarena a fixé un calendrier de 2 ans pour organiser des élections, une période qui sera observée attentivement tant par la population malgache que par la communauté internationale. S'il respecte cet engagement et supervise une transition pacifique vers un gouvernement élu, il établira un précédent important qui pourrait légitimer ce modèle d'intervention militaire temporaire comme réponse à l'échec gouvernemental. S'il trouve des prétextes pour prolonger indéfiniment la période de transition, il rejoindra la longue liste de dirigeants militaires africains qui ont utilisé des crises comme justification pour s'accrocher au pouvoir. L'isolement géographique de Madagascar ajoute une dimension unique à cette dynamique politique régionale. Contrairement aux pays du Sahel où les transitions militaires se sont produites dans un contexte de menaces sécuritaires transfrontalières et d'insurrections islamistes, Madagascar ne fait pas face à ces défis spécifiques. Son coup d'État, motivé par la crise énergétique, représente un précédent intéressant. Une intervention militaire justifiée, non pas par une menace sécuritaire immédiate, mais par une défaillance chronique dans la fourniture de services de base. Si cette transition réussit à transformer l'infrastructure énergétique et à améliorer tangiblement la vie quotidienne des Malgaches, elle pourrait légitimer un nouveau type d'intervention militaire dans la gouvernance africaine, basée non sur la sécurité nationale traditionnelle, mais sur la sécurité humaine au sens large, incluant l'accès aux services essentiels comme l'électricité, l'eau et les soins de santé. Cependant, cette évolution du leadership africain comporte également des dangers significatifs qui ne doivent pas être minimisés. L'histoire du continent est jonchée d'exemples de dirigeants militaires qui sont arrivés au pouvoir avec des promesses similaires de réforme et de service du peuple, pour ensuite se révéler tout aussi corrompus et oppressifs que les régimes civils qu'ils avaient remplacés. Le pouvoir militaire, par sa nature même, tend vers l'autoritarisme et la répression de la dissidence. Sans mécanisme robuste de responsabilité et de surveillance civile, même les leaders militaires les mieux intentionnés risquent de dériver vers des comportements autocratiques. La centralisation du pouvoir que permettent les structures de commandement militaire peut être efficace pour la prise de décisions rapides et l'exécution de projets, mais elle est fondamentalement incompatible avec la délibération démocratique et le pluralisme politique qui sont essentiels pour une gouvernance durable et inclusive. L'ascension du colonel Michael Randrianarena au pouvoir à Madagascar s'inscrit dans un phénomène continental plus large, qui redéfinit les notions de leadership et de légitimité politique en Afrique. Pendant des décennies, le continent a été prisonnier d'un modèle de gouvernance importé qui ne correspondait que superficiellement aux réalités locales. Les démocraties multipartites transplantées pendant les années de libéralisation politique qui ont suivi la fin de la guerre froide n'ont souvent produit qu'un simulacre de participation populaire, où les élections devenaient des exercices de clientélisme ethnique et de manipulation plutôt que de véritables choix politiques. Les dirigeants élus, une fois au pouvoir, reproduisaient les mêmes comportements prédateurs que leurs prédécesseurs autoritaires, utilisant simplement le vernis de la légitimité électorale pour justifier leur accaparement des ressources publiques. Cette hypocrisie démocratique a progressivement érodé la confiance des citoyens dans les institutions politiques formelles, créant un vide de légitimité que de nouveaux acteurs commencent maintenant à occuper. Le capitaine Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, représente peut-être l'archétype le plus clair de ce nouveau modèle de leadership africain qui fascine et inspire une génération. Jeune officier militaire arrivé au pouvoir non pas par ambition personnelle, mais porté par la frustration collective d'une armée et d'une population face à l'incapacité du gouvernement civil à faire face à une insurrection djihadiste dévastatrice, Traoré a rapidement transcendé son origine putschiste pour devenir un symbole de renouveau national. Son discours de souveraineté économique, de lutte contre les vestiges du néocolonialisme français et de priorité donnée aux besoins concrets de la population plutôt qu'aux exigences des institutions financières internationales, a résonné
bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il représente une génération de leaders africains qui rejettent le complexe d'infériorité post-coloniale et affirment le droit de leur pays à définir leur propre chemin de développement, même si cela signifie rompre avec les partenaires traditionnels et les modèles économiques orthodoxes. Ce qui unit Traoré, Randrianarena et d'autres figures émergentes du leadership militaire africain est moins leur uniforme que leur positionnement politique fondamental. Ils se présentent comme des serviteurs pragmatiques du peuple plutôt que comme des politiciens professionnels. Leur légitimité ne dérive pas de victoires électorales ou de processus démocratiques formels, mais de leur capacité à articuler les frustrations populaires et à promettre des solutions concrètes aux problèmes quotidiens qui affectent les citoyens ordinaires. Cette approche trouve un écho particulièrement fort auprès de la jeunesse africaine, qui a grandi dans des pays formellement démocratiques, mais réellement dysfonctionnels, où le droit de vote n'a jamais semblé se traduire par une amélioration tangible des conditions de vie. Pour cette génération, la question pertinente n'est pas tant de savoir si un leader est arrivé au pouvoir par des élections ou par un coup d'État militaire, mais plutôt s'il est capable de livrer les services de base et les opportunités économiques que tout État moderne devrait fournir à ses citoyens. La réaction internationale à ces transitions de pouvoir révèle les tensions persistantes entre les conceptions africaines et occidentales de la légitimité politique. Les capitales européennes et américaines, ainsi que les organisations internationales basées en Occident, condamnent quasi automatiquement ces changements de régime comme des violations des normes démocratiques, imposant souvent des sanctions qui aggravent les difficultés économiques des populations déjà vulnérables. Cette réponse réflexive trahit une incompréhension fondamentale, ou un refus de reconnaître que les démocraties formelles qui ont été renversées n'étaient souvent que des façades qui masquaient une extraction continue des ressources et une perpétuation des inégalités. Les voix africaines, en revanche, même celles qui restent attachées aux principes démocratiques, sont souvent plus nuancées dans leur évaluation. Elles reconnaissent que quand un système électoral produit systématiquement des leaders corrompus et incompétents qui échouent à fournir les services de base, la question de savoir si le régime suivant est arrivé au pouvoir constitutionnellement devient secondaire par rapport à la question de savoir s'il améliore effectivement la vie des gens. Le défi pour des leaders comme Randrianarena est de naviguer entre ces attentes contradictoires tout en maintenant leur focus sur la livraison de résultats concrets. La communauté internationale, avec son pouvoir de fournir ou de retenir l'aide au développement, les prêts concessionnels et l'accès au marché, ne peut pas être complètement ignorée. En même temps, céder aux pressions extérieures, au détriment des priorités locales, risque de reproduire exactement les schémas de dépendance et d'inadéquation politique qui ont contribué à la crise en premier lieu. La nomination par Randrianarena d'un premier ministre civil issu du monde des affaires, plutôt que de remplir son gouvernement uniquement d'officiers militaires, suggère une conscience de ce délicat équilibre. En signalant une volonté de partenariat entre expertise militaire et compétences civiles, il cherche à rassurer tant les citoyens malgaches qui craignent une militarisation de la gouvernance que les observateurs internationaux inquiets d'un régime purement militaire. Cette approche hybride reconnaît implicitement que la légitimité moderne ne peut pas reposer uniquement sur la force ou sur le charisme personnel, mais doit être constamment renouvelée par la performance effective. La question de la temporalité représente un autre aspect critique de ce nouveau paradigme de leadership africain. Les transitions militaires en Afrique de l'Ouest, du Mali au Niger en passant par le Burkina Faso, ont toutes promis un retour éventuel au gouvernement civil après une période de stabilisation et de réforme. Cette promesse de temporalité limitée est essentielle pour maintenir la distinction entre une intervention militaire justifiée par des circonstances exceptionnelles et un simple coup d'État classique visant à l'accaparement permanent du pouvoir. Randrianarena a fixé un calendrier de 2 ans pour organiser des élections, une période qui sera observée attentivement tant par la population malgache que par la communauté internationale. S'il respecte cet engagement et supervise une transition pacifique vers un gouvernement élu, il établira un précédent important qui pourrait légitimer ce modèle d'intervention militaire temporaire comme réponse à l'échec gouvernemental. S'il trouve des prétextes pour prolonger indéfiniment la période de transition, il rejoindra la longue liste de dirigeants militaires africains
qui ont utilisé des crises comme justification pour s'accrocher au pouvoir. L'isolement géographique de Madagascar ajoute une dimension unique à cette dynamique politique régionale. Contrairement aux pays du Sahel où les transitions militaires se sont produites dans un contexte de menaces sécuritaires transfrontalières et d'insurrections islamistes, Madagascar ne fait pas face à ces défis spécifiques. Son coup d'État, motivé par la crise énergétique, représente un précédent intéressant. Une intervention militaire justifiée, non pas par une menace sécuritaire immédiate, mais par une défaillance chronique dans la fourniture de services de base. Si cette transition réussit à transformer l'infrastructure énergétique et à améliorer tangiblement la vie quotidienne des Malgaches, elle pourrait légitimer un nouveau type d'intervention militaire dans la gouvernance africaine, basée non sur la sécurité nationale traditionnelle, mais sur la sécurité humaine au sens large, incluant l'accès aux services essentiels comme l'électricité, l'eau et les soins de santé. Cependant, cette évolution du leadership africain comporte également des dangers significatifs qui ne doivent pas être minimisés. L'histoire du continent est jonchée d'exemples de dirigeants militaires qui sont arrivés au pouvoir avec des promesses similaires de réforme et de service du peuple, pour ensuite se révéler tout aussi corrompus et oppressifs que les régimes civils qu'ils avaient remplacés. Le pouvoir militaire, par sa nature même, tend vers l'autoritarisme et la répression de la dissidence. Sans mécanisme robuste de responsabilité et de surveillance civile, même les leaders militaires, les mieux intentionnés, risquent de dériver vers des comportements autocratiques. La promesse du président Randrianarena de résoudre la crise énergétique de Madagascar en 2 ans représente un pari audacieux dont les enjeux dépassent largement la question technique de la production d'électricité. C'est essentiellement une expérience en temps réel pour déterminer si un leadership déterminé, armé d'une volonté politique forte et du soutien populaire, peut surmonter les obstacles structurels massifs qui ont paralysé le développement de Madagascar pendant des décennies. Les défis sont intimidants et multidimensionnels, nécessitant non seulement des solutions techniques, mais aussi des réformes institutionnelles profondes, des investissements financiers considérables et une transformation culturelle dans la manière dont le secteur énergétique est géré et perçu. L'échec n'est pas seulement une possibilité, mais presque une probabilité statistique, compte tenu de l'ampleur de la tâche et de la brièveté du délai. Pourtant, c'est précisément cette audace, cette volonté de se mesurer à un défi apparemment impossible, qui distingue cette nouvelle génération de leaders africains des bureaucrates prudents qui ont présidé au déclin graduel du continent. Sur le plan purement technique, la reconstruction du système énergétique malgache nécessite une approche sur plusieurs fronts simultanés. Les centrales électriques existantes, dont beaucoup sont en état de délabrement avancé, doivent être soit réhabilitées, soit remplacées entièrement. Cela implique non seulement l'achat et l'installation de nouveaux équipements, mais aussi la formation ou le recrutement de personnel technique capable de les opérer et de les maintenir correctement. Le réseau de transmission et de distribution, l'épine dorsale qui achemine l'électricité des centrales vers les consommateurs finaux, nécessite des investissements massifs pour remplacer les lignes vétustes, installer de nouveaux transformateurs et étendre la couverture vers les zones actuellement non desservies. Chacune de ces composantes représente un projet d'infrastructure majeur qui, dans des circonstances normales, prendrait des années simplement pour la planification et les études de faisabilité avant même que la première pelletée de terre ne soit tournée. Compresser ce processus dans un calendrier de 2 ans, tout en maintenant des standards de qualité acceptables, représente un défi logistique et managérial extraordinaire. La question du financement constitue peut-être l'obstacle le plus immédiat et le plus concret. Madagascar est un pays pauvre avec des ressources fiscales limitées et un niveau d'endettement déjà préoccupant. Les investissements nécessaires pour transformer le secteur énergétique se chiffrent en milliards de dollars, des sommes qui dépassent largement la capacité budgétaire actuelle du gouvernement. Cela signifie que le succès du projet dépend crucialement de la capacité à attirer des investissements extérieurs, que ce soit sous forme d'aide au développement, de prêts concessionnels de la part des institutions financières internationales ou d'investissements directs du secteur privé. Chacune de ces sources de financement vient avec ses propres conditions et complications. Les donateurs internationaux et les banques de développement
imposeront des exigences de transparence, de respect des procédures d'appel d'offres et de consultation avec les parties prenantes qui pourraient ralentir considérablement l'exécution. Les investisseurs privés, en revanche, exigeront des garanties de retour sur investissement qui pourraient nécessiter des augmentations tarifaires impopulaires ou des arrangements contractuels qui limitent la flexibilité future du gouvernement. Le dilemme des tarifs de l'électricité illustre parfaitement les tensions inhérentes à toute réforme du secteur énergétique dans les pays pauvres. Pour que le système soit financièrement viable à long terme, les tarifs doivent refléter au moins partiellement les coûts réels de production et de distribution de l'électricité. Actuellement, les tarifs à Madagascar sont maintenus artificiellement bas par des subventions gouvernementales, en partie comme mécanisme de légitimité politique et de paix sociale. Augmenter ces tarifs pour atteindre la viabilité financière risque de provoquer une réaction populaire violente, particulièrement parmi les pauvres urbains, pour qui l'électricité représente déjà une charge budgétaire significative. Pourtant, maintenir des tarifs subventionnés perpétue le cycle de sous-investissement et de détérioration du service qui a créé la crise en premier lieu. Naviguer cette contradiction nécessite un équilibre délicat et une communication transparente avec la population sur les compromis inévitables entre accessibilité immédiate et viabilité à long terme. La corruption endémique qui a miné Jarama pendant des décennies représente un autre obstacle majeur qui ne peut pas être simplement écarté par un changement de leadership au sommet. Les réseaux de corruption sont profondément enracinés, impliquant non seulement les gestionnaires de la compagnie d'électricité, mais aussi des politiciens, des hommes d'affaires, et même des éléments au sein de l'administration publique et des forces de sécurité. Ces réseaux ont des intérêts financiers considérables dans le maintien du statu quo, où l'inefficacité et l'opacité créent des opportunités lucratives de détournement et de prédation. Démanteler ces structures nécessite plus qu'une simple volonté politique. Cela requiert une stratégie cohérente de réforme institutionnelle qui inclut des audits forensiques, des poursuites judiciaires crédibles contre les responsables et la mise en place de systèmes de gouvernance transparents avec des mécanismes de surveillance indépendants. L'histoire des réformes anticorruption en Afrique est malheureusement remplie d'échecs, où les tentatives initiales ambitieuses se sont enlisées face à la résistance des intérêts établis ou ont été cooptées pour devenir de nouveaux véhicules d'enrichissement pour une élite différente. Le facteur temps constitue une pression constante qui complique tous les autres aspects du projet. Le président s'est engagé à livrer des résultats en 2 ans, une période extraordinairement courte pour les transformations infrastructurelles d'une telle ampleur. Cette contrainte temporelle crée une tension entre la nécessité d'obtenir des gains rapides et visibles pour maintenir le soutien populaire et l'impératif de construire des systèmes durables qui fonctionneront sur le long terme. La tentation sera forte de privilégier des solutions rapides mais superficielles qui produisent l'apparence d'amélioration sans résoudre les problèmes structurels sous-jacents. Par exemple, importer des générateurs diesel pour augmenter temporairement la production d'électricité pourrait réduire les blackouts à court terme et générer des titres positifs dans les médias, mais cela ne ferait qu'aggraver la dépendance coûteuse aux combustibles fossiles importés et reporter les investissements nécessaires dans les infrastructures de base et les énergies renouvelables. Résister à cette tentation et maintenir le focus sur des solutions durables, même quand elles prennent plus de temps à porter fruit, nécessite une discipline et une vision stratégique rare en politique. Le potentiel énorme de Madagascar en énergie renouvelable représente à la fois une opportunité et un défi. L'île possède des ressources solaires, hydroélectriques et éoliennes substantielles qui, si elles étaient développées de manière appropriée, pourraient non seulement résoudre la crise énergétique, mais aussi positionner le pays comme un leader régional dans la transition énergétique verte. Les technologies renouvelables ont l'avantage supplémentaire d'être de plus en plus décentralisées, permettant des solutions à petite échelle dans les zones rurales éloignées du réseau national, sans nécessiter les investissements massifs dans les lignes de transmission que requiert la génération centralisée traditionnelle. Cependant, la réalisation de ce potentiel nécessite des investissements initiaux considérables, des partenariats technologiques avec des entreprises qui possèdent l'expertise nécessaire et le développement de capacités locales de maintenance et d'opération de ces systèmes.
Il y a également des questions de choix technologiques stratégiques. Faut-il privilégier les grandes centrales solaires ou hydroélectriques qui peuvent alimenter le réseau national, ou plutôt investir dans des systèmes décentralisés de mini-réseaux et de solutions hors réseau pour les communautés rurales? Ces décisions auront des implications durables pour la configuration du système énergétique malgache pendant des décennies. La dimension sociale et politique de la transformation énergétique ne doit pas être négligée au profit des aspects purement techniques et financiers. Le succès ultimeux, KRE. Merci d'avoir regardé cette analyse sur la révolution énergétique de Madagascar. Vos commentaires enrichissent toujours le débat, alors partagez votre opinion ci-dessous. Si cette histoire vous a interpellé, laissez un like massif et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines investigations sur les transformations du continent africain. Et voici quelque chose que personne ne vous dit. 3 autres pays africains préparent exactement le même type de révolution militaire centrée sur l'électricité et l'eau.